Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 23 février. Avec au sommaire ce soir, cette question, y aura-t-il un exode vers les stations de ski ce week-end dans les Alpes-Maritimes? Vous le savez, le littoral sera confiné. Alors est-ce que les Niçois, les Cannois, les Antibois vont partir dans les stations du Mercantour? On essaiera de répondre à cette question avec la maire d'Isola, Mylène Agnelli, qui sera notre invitée dans quelques secondes. Vous entendrez ensuite l'appel d'Alain Bernard, le champion olympique de natation, se bat parce que sa mère aurait été victime d'une opération avec une méthode sans qu'on lui demande son consentement. Elle ne serait pas la seule victime, elle a des séquelles. Il sera avec nous dans ce grand direct. Et puis, une avancée suffisante, les protections hygiéniques seront gratuites à la rentrée prochaine pour les étudiants. Certaines fédérations disent que ce n'est pas suffisant. Nous serons avec le président de la fédération des étudiants de Toulon pour faire un point sur les avancées qui concernent les étudiants. Voilà pour le programme de ce grand direct. D'autres choses également au menu. On déroulera ça évidemment au fil de cette heure que nous allons passer ensemble. Bonsoir Éric Revel. Bonsoir Nicolas Gallu. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir comme chaque soir. Avec enthousiasme et énergie. Tout à fait. On vous retrouvera dans votre édito où vous nous parlerez d'épargne. Voilà, parce que... Oui, je vous parlerai d'épargne et vous allez voir que Bercy et le ministère des Finances ont quelques petites idées pour essayer de récupérer la manne de ce que les Français ont épargné pendant la crise. Voilà, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous communiquer ces chiffres de Covid Tracker, puisque c'est un petit peu le point d'intérêt du moment, les Alpes-Maritimes. Le taux d'incidence grimpe encore, 583 cas pour 100 000 habitants, alors que dans le même temps, dans la métropole, là aussi, les chiffres s'aggravent. 771 cas pour 100 000 habitants sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur. Voilà pour les chiffres. Vous le savez, la Côte d'Azur qui, sur son littoral, sera sujette à confinement pour les 2 prochains week-ends. On en parlait déjà hier. Certaines communes sont vent debout. C'est le cas de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Tous les maires demandent au préfet un allègement des mesures du confinement. En reportage à Valoris, signé Alexis Ricard. Le confinement du week-end passe mal du côté des maires de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Hier, ils ont demandé un assouplissement au préfet, passer d'1 à 3 heures de permission par jour. Nous avons sollicité monsieur le préfet afin qu'il y ait un assouplissement, en particulier pour que les personnes puissent sortir non pas 1 heure mais 3 heures. Parce qu'on a pensé à toutes ces personnes, à ces familles notamment, à ces personnes âgées qui pour certaines sont toutes seules chez elles et qui ont besoin de sortir, ou aux personnes qui ont des enfants pour lesquels on est en difficulté. Quand on pense à des gens qui vivent en appartement, à plusieurs, dans des petites surfaces, je ne vois pas bien comment on peut avoir des enfants confinés du vendredi soir au lundi matin. Au-delà de la demande d'assouplissement, les annonces du préfet laissent le maire dubitatif, dans la mesure où la situation sanitaire est très différente entre Nice et l'ouest du département. Mais l'idée, c'est quand même de dire, s'il y a des problèmes à Nice, pourquoi nous mettre dedans ? Alors certes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de cas chez nous, mais on est à une incidence qui est moitié moins à Valoris-Golfe-Jean ou à Antibes ou à Villeneuve-Loubet par rapport à ce qu'elle est à Nice. Donc je ne vois pas bien pourquoi nous devrions subir le même sort, alors même qu'on n'est pas dans la même situation. Pour les habitants, le retour d'une telle contrainte est accompagné d'un espoir, celui de l'efficacité de la mesure pour réduire la pression sanitaire. C'est logique, c'était prévu, ça devait arriver, du fait du comportement des gens qui ne respectent pas les masques, qui ne respectent pas grand-chose, c'est tout, c'était évident que ça devait arriver. Pour les personnes qui travaillent, le confinement est toujours gênant le week-end parce que c'est les seuls jours où on est disponible et où on peut en profiter. Donc c'est sûr que ça va avoir un impact. Maintenant, bon, s'il faut le faire et si ça peut améliorer les choses, pourquoi pas. Mais là où c'est étrange, c'est que le Covid ne s'arrête pas de travailler le week-end. Donc forcément, pourquoi que le week-end ? Du côté des commerçants, c'est une mauvaise nouvelle, une de plus. Si on empêche les gens de sortir, ils ne sortiront pas, donc je ne travaillerai pas. Sans confinement total, pas d'aide alors que l'activité est très réduite, notamment durant la période des vacances. Ça va changer qu'en fait, le samedi, je suis tout le temps ouverte. Hors saison, le dimanche, je ferme. Mais le samedi, je suis tout le temps ouverte. Donc là, à partir de vendredi 18h, je dois rentrer chez moi.
et revenir que lundi. À savoir que lundi est une journée très calme, donc le samedi, bien sûr, c'est entre guillemets un manque à gagner. Mais quand je dirais un manque à gagner, en fait, ça fait 1 an que ça ne va pas. Le confinement démarrera le vendredi soir à 18h jusqu'au lundi matin, 6h. Alors Eric, je suis sûr que ça ne vous a pas échappé. Pas de confinement total, donc pour l'instant, pas d'aide. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est un point vraiment qu'il faut éclaircir, parce qu'évidemment, des commerçants qui ouvrent le week-end et qui vont devoir fermer, si en face, il n'y a pas d'aide, et je n'ai pas entendu que le gouvernement mette en place des aides ou que la métropole niçoise ait pensé à ce sujet, c'est un vrai sujet économique pour des commerçants qui sont déjà impactés. Puis vous aurez noté aussi peut-être dans l'actualité Covid française qu'à chaque fois que le ministre de la Santé se déplace dans une ville qui est impactée par la Covid-19, ce n'est pas forcément pour y imposer un confinement du week-end. Vous avez vu qu'il a été à Dunkerque aujourd'hui et que le maire de Dunkerque, lui, a refusé un confinement le week-end en disant qu'il ferait un point le 15 mars, alors que le taux d'incidence est pratiquement 1,5 fois celui que vous rappeliez tout à l'heure pour les Alpes-Maritimes et Nice. Ils sont à 927 pour 100 000 habitants à Dunkerque et pourtant le maire a dit on va essayer de s'en tirer différemment. Effectivement, pour ceux qui pointent du doigt l'incohérence, ça va donner un peu de grain à moudre. Cette question que nous nous posons ce soir, je vous le disais en titre, est-ce que les habitants du littoral vont déserter le littoral vendredi soir, exode vers les départements voisins ou vers les stations de ski? Eh bien, cette question, on va la poser à la maire d'Isola, qui englobe évidemment Isola 2000, dans le Mercantour, dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir Mylène Agnelli. Alors, vous êtes en voiture, mais vous ne conduisez pas, je le précise pour nos téléspectateurs. D'abord, est-ce que vous craignez que finalement tout le monde débarque, si vous me passez l'expression, vendredi soir ou samedi à Isola? Bonsoir. Non, alors on le craint pas vraiment. Ce qui va se passer, c'est que les gens qui sont copropriétaires, effectivement, vont sans doute monter pour le week-end et rester jusqu'au lundi ou pour la semaine de vacances, puisque certains ont leur résidence secondaire. Maintenant, il y a un peu de flou quand même qui encadre ces mesures de confinement sur la bande littorale. C'est-à-dire qu'a priori, les gens qui ont loué jusqu'à ce samedi vont pouvoir prendre la route samedi pour rentrer chez eux. Mais nous avons posé la question au préfet, nous attendons qu'il se positionne là-dessus. Qu'en est-il des gens qui auraient loué à partir du samedi 27 février? Eh bien, écoutez, doivent-ils attendre lundi? Mylène Agnelli, il a répondu hier soir chez nous. On lui a posé la question. On lui a dit, si je suis niçois ou marseillais, que j'ai une location à Oron, à Valberg ou à Isola, est-ce que je peux prendre la route samedi? Il nous a répondu, si vous justifiez de cette location, donc un reçu, un bon, eh bien, vous pourrez prendre la route. Il a été clair sur notre antenne. Alors, peut-être a-t-il changé d'avis, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous disait hier. Bon, parfait. Alors, mais pour l'instant, les services de gendarmerie avec qui j'étais encore au téléphone tout à l'heure n'avaient pas eu tout à fait la même information. Donc, mais tant mieux si ça se confirme. Voilà, nous, ce que nous avons mis en place, les points sur lesquels c'est évidemment le respect des gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque sur le front de neige, puisque bien sûr, comme les remontées mécaniques sont fermées, à part pour les mineurs licenciés qui peuvent, eux, accéder aux remontées mécaniques avec les moniteurs de ski. Pour les autres, eh bien, c'est vrai que la plupart des activités se font sur le front de neige, donc là aussi, le port du masque est obligatoire. Et puis, ben voilà, rappeler les gestes barrières, et ce qui va nous permettre d'être prudents et de pouvoir continuer à profiter de nos montagnes. Vous ne craignez pas de bouchons monstres vendredi soir, lundi matin? Non, je ne crains pas de bouchons monstres. Je pense que les gens sont responsables. On verra bien ce qui se passera vendredi soir. Ça nous donnera des indicateurs pour la suite du week-end. Après, je comprends les Azuréens qui ont envie de profiter aussi du grand air et qui se disent que c'est compliqué d'entendre qu'ils doivent travailler la semaine et de rester chez eux le week-end. Ce sont des mesures évidemment difficiles à comprendre. Maintenant, on se doit d'être tous responsables et prudents parce qu'on ne peut pas nier les chiffres et le taux de positivité, le taux d'incidence qui sont particulièrement importants dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que Isola, la station, s'est préparée à un tel rush? Parce que finalement, cette annonce, elle a été faite lundi, c'est-à-dire hier. Est-ce que la station, qui s'attendait peut-être pas à recevoir autant de monde, va être en capacité, en termes d'alimentation, en termes de réception, de pouvoir faire face à ce rush qui s'annonce quand même fort dans les stations du Mercantour? Nous, on
on a des résidences hôtelières qui étaient fermées de toute façon et qui sont fermées depuis le début de la saison parce qu'elles ne peuvent pas fonctionner financièrement sans l'ouverture des remontées mécaniques. Ensuite, sur les résidences qui sont ouvertes, les hôtels qui sont ouverts, on avait déjà un taux de remplissage qui était important, donc qui était quasiment de 80%. Donc de toute façon, on ne va pas pouvoir aller au-delà de nos capacités sur ce qui est ouvert. De la clientèle à la journée, il n'y en aura pas, puisque de fait, ils ne peuvent pas monter pour la journée et redescendre sur Nice. Donc voilà, en tout cas, on se prépare à accueillir les gens qui seront là en essayant d'espacer le mieux possible les activités qui sont proposées sur le front de neige. Dernière petite question, dans un reportage sur BFM, pour ne pas citer la chaîne, un hôtelier d'Oron disait que lui, ça avait provoqué l'effet contraire, c'est-à-dire que des gens avaient annulé leur venue à Oron. Est-ce que vous, les hôteliers, ont constaté un peu la même chose, c'est-à-dire que par peur du confinement, de ses conséquences, etc., ils annulent? On a eu quelques annulations et puis surtout des reports sur des séjours un peu plus courts dans la grande majorité des cas. Donc voilà, c'est plutôt des gens qui ont réservé pour 3-4 jours. On a eu quelques annulations suite aux annonces d'hier, mais c'est pas la majorité des cas. Merci beaucoup Mylène Agnelli, merci d'avoir pris le temps de nous répondre ce soir, puisqu'on le voit, vous êtes en voiture, je rappelle que vous êtes maire d'Isola. C'est vrai, Eric, on va être impatient de voir vendredi. Nous, on sera en direct au moment où sur les routes, ça pourra bloquer. Comment vont se comporter les Niçois, les Cagnois, les Antibois? Est-ce qu'ils vont tenter de fuir? C'est le risque qu'il faut évidemment évaluer. Vous parlez de bouchons, mais aussi peut-être plus d'accrochages, plus d'accidents, plus d'énervement. Donc il faudra voir tout ça. Et puis, vous vous souvenez aussi qu'hier, le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, parlait de renforts de gendarmerie parce qu'il va falloir contrôler tout cela. Est-ce que ces renforts sont déjà sur place, seront sur place pour le week-end? C'est aussi une question qu'on peut se poser parce qu'il va falloir pouvoir être en mesure de contrôler ces allées et venues. Et ça risque d'être un peu chaud. Et puis, on parle d'Isola, mais proche de nous aussi, vous en parliez, il y a Valberg, il y a d'autres stations. Oui, bien sûr. Là, ça risque de coincer aussi assez dur. Et il n'y a pas que les stations de ski, il y a quantité de villages du moyen et du haut pays où les maralpins ont l'habitude de se ressourcer le week-end qui vont probablement être pris d'assaut. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans ce débat, prenons un avis médical parce qu'on était avec la maire d'Isola. Maintenant, on va rejoindre la médecin généraliste d'Oron qui va peut-être nous apporter quelques réponses, le docteur Anne-Sophie Aloisy. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous sur les antennes d'Azur TV. Alors la question qu'on se pose ce soir, c'est est-ce que les stations de ski notamment vont être prises d'assaut ce week-end avec le confinement sur le littoral? D'abord, une question sur la situation sanitaire à Oron. Est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cas répertoriés dans la station? Bonsoir. Écoutez, non, pour l'instant, sur la station d'Oron, nous n'avons pas beaucoup de cas répertoriés. La situation reste très stable. La fréquentation est au rendez-vous parce qu'on est en pleine période de vacances scolaires. On a vu quelques images sur les médias tournées. Il y a quand même du monde déjà à Oron. Ah oui, la station est digne des vacances de février hors pandémie Covid. Il y a énormément de monde sur la station. Les gens font beaucoup de randonnées à ski, de randonnées en raquettes, de luge, de patins à glace, de balades sur la station, surtout que le temps est avec nous. Donc le monde, il est là. Est-ce que vous craignez donc un afflux massif ce week-end provenant du littoral? C'est effectivement ce qu'on craint. Comme nous, on n'est pas dans la zone délimitée du littoral concernant le confinement le week-end à partir de vendredi 18h jusqu'au lundi 6h, on craint effectivement qu'il y ait un afflux de personnes. Après, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer avec les autorités, les gendarmes, tout ça, s'il y aura des barrages mis en place pour éviter qu'il y ait cette montée massive de population. Ça reste à voir. Vous, ce que vous craignez du coup en tant que médecin, c'est qu'il y ait des contaminations, pour être concret, s'il y a trop de monde? Nous on craint qu'il y ait que les contaminations augmentent et puis que des gens peu scrupuleux montent avec des symptômes ou des gens déclarés Covid qui montent quand même en station dans des appartements où tout de même les gens sont
sont dans des milieux, dans des appartements, milieux restreints, nombreux, où là, on sait très bien que l'épidémie est la plus dangereuse, quoi. Est-ce que d'ores et déjà, vous allez, avec les autorités, vous préparer à cela, en rappelant peut-être durant le week-end le respect des gestes barrières, des mesures sanitaires ? Alors nous, sur la station, on a quand même une grosse armée de gendarmes qui veillent à ce que les mesures, les gestes barrières soient respectés. Nous, au cabinet médical, on a les affiches, le masque est obligatoire dans la station, sur le front de neige. On essaye de mettre ça en place, effectivement, et c'est plutôt bien respecté jusque-là. Les contrôles, donc vous le dites, hein, vous comptez beaucoup dessus. Une dernière chose, peut-être sur les comportements que vous constatez. Est-ce que d'ores et déjà vous avez pu remarquer certains touristes ou certains habitants du littoral se relâchent un peu sur les gestes barrières? Dans le Var, c'est le cas, par exemple. Est-ce que tout est bien respecté là, de ce que vous voyez ces jours-ci? Alors, honnêtement, je trouve que c'est plutôt bien respecté de la part de la population qui monte sur Ororon. Je pense qu'il y a les gens sont respectueux dans le sens où on est au grand air, à la montagne. Tous posent la question de savoir s'il y a beaucoup de cas sur Ororon, et quand on leur répond que effectivement il n'y en a pas beaucoup, du coup peut-être que ça les responsabilise un petit peu plus et qu'ils prennent soin de ce milieu de la montagne où nous on n'a pas tellement eu de cas que ça, et donc du coup ils se disent qu'il ne faudrait pas amener le Covid par chez nous, et du coup c'est plutôt bien respecté, oui. Après il y a toujours bien évidemment certaines personnes qui ne respectent pas, mais ça comme partout. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt très bien respecté. Merci beaucoup, docteur Anne-Sophie Eloisy. Vous êtes médecin à Ororon. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir pour faire le point donc, en prévision de ce week-end. Nice qui pourrait donc alimenter les stations, mais pas seulement, évidemment toute la bande littorale. On a posé la question aux Niçois sur la façon dont ils acceptaient, ils digéraient ou pas ce confinement. Est-ce qu'ils allaient justement quitter ou pas la capitale azuréenne? C'est Marie Giusto qui les a interrogés pour nous. Ils commencent à avoir l'habitude des restrictions gouvernementales. Les Niçois ne sont que très peu surpris par ce troisième confinement. Pour autant, ce mardi, les principales artères niçoises étaient bondées. Nombreux sont ceux d'ailleurs qui n'ont pas l'intention de fuir la ville ce week-end, même si certains restent dubitatifs. C'est un petit coup d'épée dans l'eau. Je ne suis pas sûre que ce soit très efficace. Et puis le problème, c'est les gens qui travaillent. Le week-end, ils n'ont rien, quoi. J'habite aussi l'arrière-pays, donc j'ai le droit d'y aller, normalement. Et c'est pas fuir, mais quand on a la chance de pouvoir être dans l'arrière-pays, pourquoi pas. On est obligé de subir cette situation. On n'a pas le choix que de s'y conformer. Chacun prend les risques qu'il a envie de prendre. Après, c'est pas très, je dirais, c'est un peu inconscient pour les autres, quoi. La situation n'est pas simple et s'il faut en passer par là pour aider à diminuer le nombre de contagions et de contaminations, tant mieux. Alors je ne me sauverai pas exprès le vendredi soir pour revenir le lundi, non, je pense que je resterai par là les 2 week-ends qui viennent. Voilà, alors par rapport à hier, alors ce ne sont que des micro-trottoirs, on interroge au maximum 10 personnes quand on réalise un micro-trottoir, mais les gens sont un petit peu moins négatifs qu'hier. C'est-à-dire qu'on a croisé plus de gens qui tenaient ce discours-là, s'il faut en passer par là, après tout c'est que 2 week-ends. Alors ils ne sont pas commerçants et ils n'ont peut-être pas une activité économique en jeu, mais voilà, un peu plus philosophe aujourd'hui. Oui. Alors bon, de week-end, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, même, on n'est pas des experts, mais on a du mal à comprendre comment la courbe va pouvoir s'inverser en 2 week-ends, sauf à noter qu'elle commençait déjà un peu à s'inverser il y a quelques jours. Alors est-ce que c'est la tendance qui va continuer? Souhaitons-le, mais 2 week-ends avec quand même le préfet hier des Alpes-Maritimes qui a quand même été assez ferme, c'est-à-dire si ça ne suffit pas, on prolonge. Et si en prolongeant ça ne suffit pas, il y aura d'autres mesures qui seront mises en place. Donc on est un peu entre deux. Et peut-être que ce regain d'optimisme, mon cher Nicolas, c'est un peu une façon d'essayer de conjurer le sort. C'est-à-dire de se dire, bon, s'il faut en passer par là, passons-y, pour éviter le reste. Mais on ne sait pas si on l'évitera. Alors je vais vous montrer un tweet, mon cher Éric, qui a été posté par un autre Éric Ciotti, mais qui lui est député Les Républicains des Alpes-Maritimes, et il concerne la vaccination. La France, bonnet d'âne de la vaccination, 21e pays d'Europe à avoir pleinement vacciné sa population. Un véritable fiasco, la France derrière la Roumanie et l'immense majorité de nos voisins. Oui. Éric Ciotti qui sabre donc le gouvernement. Oui, alors qui sabre le gouvernement, bon, il est dans son rôle. Ce classement
classement en pourcentage, il n'y a rien à dire. Hein. On est très très loin si vous regardez. Hein. On est avant-dernier, donc 21e, ce qui permet à Éric Ciotti de dire qu'on a le bonnet d'âne de la vaccination. Mais en réalité, si vous regardez le nombre de personnes qui ont été vaccinées, c'est-à-dire rapporté à la population, on n'est pas du tout dans ce classement. J'ai fait un petit calcul. Vous voyez, sur la Roumanie, par exemple, qui est en 2e dans le classement d'Éric Ciotti en pourcentage, hein, eh bien, la Roumanie, c'est 19 millions de personnes. Il y a eu 600 000 personnes de vaccinées en Roumanie, ce qui permet d'afficher ce taux de 3%. À rebours, la France, qui n'a un taux que de 1,7% de vaccinés, si vous le rapportez au nombre de gens qui ont été vaccinés, ça fait 3 millions. Est-ce que le plus important, c'est pas de vacciner un maximum de personnes plutôt que d'avoir le pourcentage le plus élevé? C'est la question que j'aurais posée à Éric Ciotti s'il avait été là, mais c'est un adepte du tweet, il aime bien buzzer. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce tweet a buzzé un peu partout, hein, de manière très, très forte. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de l'interroger. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si on vaccine comme on peut en France, et c'est vrai qu'on a souvent des maires qui nous expliquent qu'ils ouvrent des vaccinodromes, mais qu'il n'y a pas de doses. Les deux bonnes nouvelles quand même de ce soir, c'est que vous savez que jusqu'à présent, il y avait 3 vaccins sur le marché, le Pfizer, le Moderna et l'AstraZeneca. Eh bien, 2 autres vaccins devraient venir en renfort à partir du mois d'avril ou mois de mai en France. C'est le Johnson & Johnson, qui est un vaccin américain, et un deuxième vaccin devrait être disponible sur le marché français, c'est le CureVac allemand. J'ai précisé les 2 nationalités parce que vous voyez que décidément on manque cruellement de vaccins en France en termes de doses, mais on manque aussi cruellement de laboratoires capables de produire ces vaccins. On n'a pas de vaccins en France. Eh bien, les Allemands redonnent du muscle à leur recherche, puisque eux, ils vont proposer à la France et à l'Europe un vaccin made in Germany. Sur la fabrication des vaccins, on est donc bonnet d'âne, là, pour le coup. Alors, on est bonnet d'âne, mais vous avez vu sans doute que, par exemple, Sanofi, on en avait parlé dans ce grand direct, hein, le laboratoire Sanofi, le laboratoire français, va produire du Johnson & Johnson et du Pfizer. Bah oui, faute de grive, on mange du merle. Faute d'avoir un vaccin français, on produira et on développera le vaccin des autres. C'est pas si mal, après tout. Pour clôturer cette page Covid dans les Alpes-Maritimes avec l'approche du confinement, parce qu'on en reparlera aussi pour les Bouches-du-Rhône et le Var dans la suite de ce grand direct, l'inquiétude des professionnels du tourisme, bien sûr, mais aussi des maraîchers sur le mythique Course Aléa. C'est le week-end qu'on travaille énormément. Pour le moment, aucune certitude que le marché pourra se tenir. C'est évidemment pourtant des commerces de première nécessité. Donc, eh bien, sur place, les professionnels sont un petit peu dans le doute, l'expectative. Reportage de Marie Justo. Pour eux, le week-end est habituellement le coup de feu de la semaine. Les maraîchers du Course Aléa ne sont pas encore fixés sur leur sort, mais vont-ils pouvoir travailler malgré le confinement? Et quand bien même ils le pourraient, tous craignent l'absence de clientèle. C'est les clients qui nous posent tous les questions déjà si on sera là ou pas. Mais après, savoir s'ils vont venir ou pas, j'en sais rien. Nous sommes allés voir les inspecteurs ce matin pour savoir un peu comment ça allait se passer ce week-end. Ils nous disaient qu'ils n'avaient encore rien reçu, même pas le décret, rien. Donc on attend. C'est encore flou, donc on ne sait pas exactement les mesures qui vont être appliquées. Et, voilà. Et surtout pour les gens, pour les déplacements, ça va être très compliqué. Donc à mettre en œuvre, c'est quelque chose d'assez problématique, quoi. Une question s'ajoute également, celle du réassort de marchandises, une étape qui se déroule le vendredi pour assurer le week-end. Ça va être très compliqué, sachant que nous, les achats, on les fait le vendredi. Et il faudrait savoir qu'à 5 km, on ne touche pas grand monde, sachant que le littoral est fermé. Et on est juste derrière. Donc c'est très compliqué. Pour les clients, il va falloir aussi s'adapter. En ce qui nous concerne, bien sûr, on s'organisera pour prendre la veille du week-end. C'est plus compliqué, mais enfin, moi je suis à la retraite, j'ai une petite activité, ça ne pose pas de problème. Il faudra s'adapter, tout simplement. On viendra peut-être plus tôt, on va s'organiser. On va s'organiser dans la semaine, mais je trouve que c'est une vraie sottise, en tout cas pour ma part, parce qu'on travaille toute la semaine. En plus, avec les enfants, là en ce moment, il y a les vacances. Donc bah ouais, il va falloir s'organiser ou commander sur Internet. On essaiera de prendre les légumes avant, ou bien 4 km, 4 km et demi, 1 heure. Ça devrait rentrer dans le viseur. Que les clients se réfugient dans les grandes surfaces, c'est la crainte des maraîchers du Course Aléa. Cela avait déjà été le cas lors des 2 premiers confinements. Voilà, il y a encore donc évidemment... le beau marché Saléa. Ouais, le beau, effectivement, ça vous avez raison. Et juste pour terminer là-dessus, il y a encore quand même des zones d'ombre à éclaircir.
Ah bah oui, on parlait des aides là. Bien sûr. Oui, il y a pas mal de zones d'ombre à éclaircir. Vous avez entendu tout à l'heure la maire d'Isola. C'est vrai que tout n'est pas très très clair, mais finalement, le maire de Mandelieu, la Napoule, Sébastien Leroy, dans une interview, disait pourquoi est-ce qu'on a fait ça trop tard et pourquoi est-ce qu'on a fait ça si précipité. Le trop tard, je ne sais pas, mais le précipité, c'est vrai que prendre une décision le lundi pour le week-end suivant, finalement, ça laisse peu de recours aux gens pour s'organiser. Alors pas ceux qui se promènent, mais ceux qui travaillent, c'est beaucoup plus compliqué. Dans l'actualité de ce mardi, il y a aussi cette information qui a été révélée ce matin. Hier soir, une infirmière à l'hôpital de Nice, au CHU, alors qu'elle faisait l'inventaire des effets personnels d'un patient qui a été déposé donc là aux urgences, il a été blessé par balle, il se retrouve aux urgences, elle fait l'inventaire, elle prend un stylo, et en fait il se trouve que ce stylo était un stylo pistolet. Résultat, le coup est parti et a blessé 2 personnels soignants de l'hôpital Pasteur à Nice. Alors, nous accueillons ce soir Guylaine Rawouafi, qui est secrétaire du syndicat CGT à l'hôpital Pasteur. Bonsoir, merci de nous accorder cet entretien ce soir. D'abord, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur ce qui s'est passé ? Est-ce que ce que je viens de dire est juste ? Ce que vous venez de dire est juste. C'est un patient qui a été laissé devant les urgences hier soir de l'hôpital Pasteur. Donc, il a été pris en charge immédiatement par l'équipe soignante en salle de déchoc, puisqu'il était blessé assez sérieusement, de ce que l'on sait. Et ensuite, donc, mes collègues, 2 infirmières et une aide-soignante, ont fait l'inventaire des effets personnels de ce patient. Donc, il y avait effectivement un stylo qui était en fait un pistolet qu'une infirmière a manipulé. Le coup est parti. Il y avait une aide-soignante en face de cette infirmière, donc, qui a été blessée par une balle dans le bras, et qui doit être opérée demain. L'infirmière qui manipulait le stylo a été blessée quant à elle aux mains, et elle doit aussi subir une intervention chirurgicale. Et une infirmière qui était à côté a eu des désagréments au niveau de l'audition des oreilles, voilà, du fait de la détonation. Alors, on le dit, le pronostic vital n'est pas engagé, mais vous nous l'apprenez ce soir. Pour ces personnels, non. Il va quand même y avoir intervention chirurgicale, donc c'est lourd. Est-ce que le patient a pu être interrogé ? Parce que je crois que ses proches sont partis entre-temps. Il n'y a pas eu de possibilité d'interroger les gens qui l'avaient déposé, mais est-ce que lui a parlé ? Je ne sais pas du tout ça. Il faudra vous rapprocher des services compétents qui pourront vous répondre là-dessus. Moi, je ne suis pas au courant. Je suis plutôt du côté de ce qui s'est passé au personnel. Ce matin, avec les personnels, on a fait une déclaration de danger grave et imminent. On s'est assuré que nos collègues avaient été pris en charge, qu'il y avait une cellule psychologique qui avait été mise en place pour ce personnel. On s'est assuré, on a demandé qu'il y ait un CHSCT extraordinaire qui se tienne justement pour aborder ces questions, parce qu'effectivement, ça nous inquiète. Justement, on n'est pas habilité, le personnel soignant, à reconnaître des armes qui pourraient être dissimulées sous cette forme-là. Et donc, effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on ait une formation pour tous ces types d'armes qui peuvent être cachées dans des outils du quotidien, quoi. Alors, c'est un débat qui dure depuis plusieurs mois au CHU de Nice, la question de la sécurité, la question des moyens aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez en danger, aux urgences notamment ? On parle beaucoup du rôle de la police nationale, de la police municipale. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnels sont inquiets quand ils vont travailler ? Les personnels sont inquiets, oui, ils sont inquiets de partout. Forcément, aux urgences, il manque toujours un peu d'effectifs. Alors, les patients, vous savez, on a de plus en plus de mal à les prendre en charge correctement et rapidement, même quand ce n'est pas des situations aussi graves que celle-là. Alors forcément, ça crée toujours un petit peu d'inquiétude, un petit peu d'impatience de la part des patients et des fois de l'agressivité. Mais bon, nous, on n'est pas forcément pour qu'il y ait la police tout le temps, 24 heures sur 24. Qu'on puisse alerter rapidement pour qu'ils puissent se déplacer rapidement, qu'il y ait plus de monde pour prendre en charge les patients. Mais là, en l'occurrence, même s'il y avait eu la police, je ne sais pas si la police aurait fouillé le patient, puisque je vous dis, il a été pris en urgence, et que c'est vraiment le fait que cette arme à feu soit dissimulée dans un stylo qui a entraîné les conséquences qu'il y a eu. Parce qu'effectivement, si c'était réellement un pistolet, on aurait pris, je pense, le personnel aurait pris les précautions
les précautions qu'il fallait, quoi. Je reviens vers vous dans une minute. Éric, juste une question pour vous. Alors, vous n'êtes pas expert en balistique, mais néanmoins, c'est quand même assez inédit comme situation. Et je trouve que c'est assez terrifiant aussi, parce qu'un stylo, finalement, on peut tous se faire avoir par un simple stylo. Enfin, impossible de reconnaître une arme à feu. Alors moi, j'ai déjà vu un stylo qui tirait des balles. J'en ai déjà eu un entre les mains. C'est un stylo qui est beaucoup plus lourd en général, parce qu'il y a du fer ou de l'acier autour, puisque ça sert de canon. En général, ça tire qu'une seule balle, je crois, ce genre de stylo. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que c'est plutôt des objets qui sont pas dans la main même de voyous. C'est plutôt des objets qui sont dans la main d'agents plutôt un peu spéciaux. Vous voyez, c'est pas des armes qu'on trouve comme ça. Je veux dire, c'est pas des armes d'attaque. Vous n'allez pas faire un hold-up ou braquer un commerce avec un stylo, même qui tire une balle. Donc, c'est ce qui va être intéressant. Mais évidemment, la secrétaire générale de la CGT de l'hôpital Pasteur pourra pas nous en dire plus. C'est l'enquête qu'il va y avoir derrière, parce qu'il va falloir connaître l'identité de la personne qui est arrivée aux urgences, l'origine de ce stylo, parce que je crois que ça doit être plus facile de trouver une arme de poing qu'un stylo qui tire une balle qui est réservée plutôt à des gens qui font des métiers un peu parallèles, vous voyez, de services secrets. L'enquête nous le dira. Une dernière question pour vous, du coup, Ghislaine. Est-ce que psychologiquement, vous avez pu parler à ces deux infirmières qui ont été touchées? Comment vont-elles psychologiquement? On sait qu'elles vont donc être opérées, mais est-ce qu'elles sont traumatisées? Nous, on n'a pas pu les rencontrer, bien évidemment, puisqu'elles sont hospitalisées. Donc, elles ont eu une prise en charge par la psychologue du travail de l'hôpital, qui a bien fait son travail, qui nous déclenche un CHSCT extraordinaire. Donc, on en saura plus, évidemment, jeudi après-midi. Mais c'est vrai que le personnel, en règle générale, surtout là en ce moment avec l'épisode de Covid qui s'accélère, les entrées qui s'accélèrent à l'hôpital, est très anxieux. Les différents attentats qu'on a vécus et tout ce climat pèse sur le moral des personnels hospitaliers qui n'est pas très bon en ce moment, je dois vous l'avouer. Madame Raoufi, juste une question. Vous avez parlé tout à l'heure du CHSCT extraordinaire qui va se tenir, de votre demande de formation pour repérer éventuellement des objets dangereux. Mais quand on rentre par les urgences, est-ce qu'on passe sous un portique déjà, comme c'est le cas quand on rentre par une porte normale de l'hôpital Pasteur? Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à ce type de demande? On a des portiques. Nous avons des portiques avec des agents de sécurité. Pour les urgences, par les urgences aussi? Par les urgences aussi, mais évidemment que c'est pour quelqu'un qui arrive sur ses deux jambes. Là, vous comprenez, comme cette personne a été abandonnée, déposée là par ses collègues et blessée gravement, elle a été prise en charge immédiatement, transportée en salle de déchoc, donc mise sur un brancard et forcément pas passée par le sas de sécurité. Merci beaucoup en tout cas d'avoir apporté toutes ces précisions, Ghislaine Raouafi. Je rappelle que vous êtes secrétaire du syndicat CGT à l'hôpital Pasteur. Et puis de notre côté, on va suivre les évolutions de l'enquête. Merci et bonne soirée à vous. Merci Avant d'accueillir... Merci. Avant d'accueillir Alain Bernard, deux choses. Cette petite information d'abord, puisqu'un téléspectateur avisé m'a envoyé l'arrêté qui a été pris par le préfet. Donc les marchés ne sont pas concernés. Donc pour le sujet qu'on a vu tout à l'heure sur le cours Saléa, a priori, les maraîchers pourront travailler. Reste à savoir si les Niçois seront au rendez-vous. Et la deuxième chose, c'est que nous allons partir dans les vallées où tous les élus avaient rendez-vous, les vallées des Alpes-Maritimes, vallées sinistrées par la tempête Alex, pour inaugurer un pont qui va faire beaucoup de bien à la commune de Breil-sur-Roya. Et vous allez voir que les travaux avancent. Claudia Olivier et Victor Labbé. C'est une nouvelle étape dans la reconstruction de la vallée de la Roya. 4 mois après le passage de la tempête Alex, un nouveau pont provisoire a été inauguré dans le quartier de Veille à Breil-sur-Roya, là où il reste encore certains hameaux enclavés. C'était un stress permanent, c'était usant, ça a usé les gens. Et là, c'est vrai que du fait qu'on va avoir ce pont, eh ben on va pouvoir dormir. Il va pleuvoir, il va neiger, il va se faire ce qu'ils veulent. Nous, on va être à l'abri, on va être tranquille. Franchement, on en avait besoin, quoi. C'était primordial, là. Après les fortes pluies de la fin janvier, certaines installations provisoires avaient été emportées par les eaux. Ce nouveau pont suscite un réel soulagement pour cette habitante de Breil. Ah oui, c'est un soulagement pour tout le quartier. Parce que dès qu'il pleut ou quoi, on était tous angoissés. À savoir qu'il n'y avait plus le pont de Singe là, pendant la construction du pont Bélé et que si le pont Aguet partait, on était tous bloqués de l'autre côté.
Pour le maire Sébastien Olaran, c'est une petite victoire, de quoi redonner de l'espoir aux sinistrés de la vallée. Ça donne de bonnes nouvelles d'abord, parce qu'on a aussi eu aujourd'hui tout un tas d'informations précises avec un calendrier, avec des perspectives claires sur la reconstruction de la route départementale de la Roya. Et cette nouvelle-là, conjuguée à cette inauguration, conjuguée à tous les projets qui sont sur le point d'être lancés, eh bien c'est ce qui va donner espoir aux habitants, c'est ce qui va faire qu'ils vont vouloir rester vivre dans la vallée de la Roya en sachant qu'à moyen terme, ils vont pouvoir retrouver une vie normale. Et ça, c'est notre objectif. Un calendrier a également été dévoilé par le département. Pour son président, il est temps d'accélérer. Le conseil départemental a déjà mis en avant 18 millions de travaux qui sont réalisés. Il y a une accélération qui fait que nous sommes en capacité désormais, compte tenu des structures que nous avons pu développer, de dépenser et d'injecter 5 à 6 millions d'euros par mois. C'est dire que la reconstruction commence à prendre un effet d'accélération. Ce lundi, l'Union européenne a décidé que les 3 vallées du département touchées par la tempête Alex bénéficieront du fonds de solidarité. Ce sont plusieurs centaines de millions d'euros qui seront alloués à la Vésubie, à la Tinée et à la Roya sinistrée. Voilà, mobilisation générale et puis cette bonne nouvelle qui vient de l'Europe, des centaines de millions d'euros de crédit, ça c'est quand même une nouvelle majeure. Oui, alors vous vous souvenez peut-être que la veille de la visite d'Emmanuel Macron dans les vallées sinistrées du Haut-Pays, Gérard Larcher, le président du Sénat, nous avait accordé une interview dans le Grand Direct et nous avait dit vouloir le plus rapidement possible solliciter le Fonds de solidarité européen. Alors je ne dis pas que c'est le président du Sénat, mais en tout cas, il y avait pensé assez tôt, et c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est assez facile de critiquer l'Europe, et on la critique suffisamment, notamment sur les vaccins et la crise sanitaire, pour ne pas reconnaître que dans ce cas-là, évidemment, si plusieurs centaines de millions d'euros viennent aider à la reconstruction des vallées de la Roya et de la Vésubie, c'est quand même une excellente nouvelle pour ses habitants, des fonds évidemment qui viendront s'ajouter à ceux de l'État français et des collectivités locales. Oui, et c'est effectivement une nouvelle qui a été relayée hier soir par Éric Ciotti, encore lui, et qui saluait le rôle de Thierry Breton, de Michel Barnier, probablement aussi de Gérard Larcher, voilà, dans cette attribution qui va donner un petit peu d'air à ces vallées. Je vous le disais en titre, l'autre gros dossier de ce Grand Direct concerne Alain Bernard et sa famille. Bonsoir Alain, merci d'être avec nous ce soir sur les antennes d'Azur TV. Est-il encore utile de vous présenter, champion olympique de natation en 2008 et en 2012, installé à Antibes où vous nagiez aussi déjà à l'époque, et aujourd'hui vous lancez un appel parce que votre mère, Eliane, a été ou aurait été, parce que pour l'instant évidemment il y a encore la présomption d'innocence, victime d'un chirurgien à Gap, donc dans notre région, qui aurait utilisé une méthode opératoire sans le consentement des patients. Résultat, aujourd'hui, votre maman a encore beaucoup de séquelles. Oui, bonsoir. Eh bien, en effet, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on a monté un collectif en fait pour dénoncer cette mode opératoire qui est fortement douteux. Voilà, on essaie d'être prudent sur les termes que l'on emploie. Pour se remémorer les faits, ma maman à l'époque âgée de 67 ans avec des problèmes de dos, avec des problèmes de chirurgie. Et son médecin traitant l'a orientée vers le centre hospitalier de Gap, donc dans les Hautes-Alpes où elle réside. Et elle s'est faite opérer par un chirurgien qui lui a pratiqué une cimentoplastie discale. Il faut savoir qu'une cimentoplastie vertébrale est un mode opératoire assez courant, ce qui se fait assez bien apparemment. Ça permettait finalement de redonner de l'espace aux vertèbres et notamment aux disques et d'accommoder un petit peu plus les nerfs, c'est-à-dire de réduire l'inflammation qui se produisait et lui éviter en fait ces douleurs. Il s'est avéré que pendant le confinement, le lanceur d'alerte, qui est son principal responsable du service au CHU de Gap, a lancé l'alerte et a commencé à avertir les patientes et les patients lésés. Et il y aurait apparemment entre 80 et 100 personnes qui auraient été opérées selon ce mode opératoire qui n'est non reconnu en France. Et donc votre mère, elle affirme qu'elle n'a jamais été mise au courant, que c'est un protocole qui aurait pu sortir un peu de l'ordinaire. C'est ça, elle affirme, et ça, on a la visite préopératoire où à aucun moment il n'est mentionné cette pratique chirurgicale.
Et pour aller un petit peu plus loin, c'est vrai qu'elle s'est faite opérer relativement rapidement. Entre la prise en charge et le moment où elle est sortie de l'hôpital, il s'est écoulé 2 jours à peine, et pas de traitement post-opératoire à proprement dit. Et je me souviens très très bien de cette période, parce que j'étais avec elle, je l'ai accompagnée dans cette démarche en fait, qui n'est pas anodine, de se faire opérer du dos à n'importe quel âge, et encore pire à cet âge-là. Elle est ressortie en marchant, et les mois qui ont suivi ont été encore plus douloureux que les mois qui ont précédé l'opération. Ça nous a mis la puce à l'oreille à l'époque, mais on ne s'est pas focalisé sur la méthode opératoire, on s'est plus focalisé sur le fait de l'accompagner et de pouvoir essayer de réparer ces potentiels dégâts qui auraient pu être effectués. Et finalement, elle a dû subir une autre opération pour enlever des petits morceaux de ciment médical qui se baladaient dans sa colonne vertébrale et qui ont finalement qui lui ont rendu des douleurs encore plus aiguës, encore plus importantes. Alain Bernard, 2 questions. La première, comment va votre maman aujourd'hui, et la seconde, au-delà du collectif que vous avez créé, quelle suite comptez-vous donner à cette affaire judiciaire sur le terrain juridique ? Oui, alors c'est le but de notre démarche aujourd'hui. Et pour répondre à votre première question, ma maman aujourd'hui a subi encore des douleurs très aiguës, et on envisage une nouvelle opération en fonction des derniers éléments que l'on a, de radio, d'IRM en fait, qui prouve qu'il y a encore des petits morceaux de ciment malheureusement qui se baladent dans sa colonne vertébrale. Et le but de notre démarche, c'est d'étoffer ce collectif pour porter une action en justice. On s'est rapproché d'un avocat spécialisé dans les Hautes-Alpes, à Gap, qui peut accompagner jusqu'à 8-10 patients. Mais si ça doit aller plus loin, si on doit s'étoffer pour être plus fort et recueillir surtout un maximum de témoignages sur ces pratiques qui ont été opérées, et si cette pratique est avérée abusive, bien sûr que l'on demandera des dommages intérêts. Parce que les class actions n'existent pas en France, mais les actions communes en non collectif, ça existe. Oui, bien sûr, ça existe, mais on pense que ça ne ferait moins de poids si on était seul à porter une action en justice que si on était nombreux. D'où l'intérêt justement de mettre au grand jour finalement cette histoire, sans avoir de conclusion hâtive, mais vraiment pousser l'enquête jusqu'au bout, parce que ce médecin a continué à opérer. Il a été mis à pied il n'y a que quelques semaines, il y a 1 mois et demi à peine, et voilà, pour voir si manquement il y a eu, que l'on puisse être capable de le prouver, sachant que dans cette démarche, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a une expertise médicale à faire, et cette expertise médicale coûte environ 3 000 €. Et ça, malheureusement, il y a des gens de ce collectif qui ont perdu leur emploi, qui aujourd'hui sont dans une situation sanitaire et de santé catastrophique, où ils ont des douleurs de plus en plus aiguës. Et aujourd'hui, on a envie de lancer l'alerte. Donc je suis resté volontairement en retrait médiatiquement jusqu'à présent pour organiser ce collectif, pour voir combien de patients étaient lésés, avec des patients avec qui on a pu rentrer en contact grâce à la création d'un groupe Facebook, d'utiliser les réseaux sociaux là-dessus, parce que le lanceur d'alerte ne peut pas nous communiquer les informations des patients qui sont des informations confidentielles. Et le but aujourd'hui de prendre le relais et d'avoir ce poids dans ce collectif, ce poids médiatique, c'est d'essayer de recenser un maximum de patients, encore une fois, que l'on estime entre 80 et 100 personnes, même si on arrive à recueillir le témoignage de 15, 20... Alors voilà, vous en avez combien là actuellement des témoignages ? Aujourd'hui, on en a moins de 10. On est à entre 6 et on est à 6 patients aujourd'hui réellement concernés par ce chirurgien dans ce CHU. Voilà l'appel lancé donc par Alain Bernard. Évidemment, on souhaite un prompt rétablissement à votre maman, parce que c'est aussi là l'essentiel. Et vous lancez donc ce collectif, et vous nous l'avez dit, hein, évidemment, l'idée c'est d'aller sur le terrain judiciaire. J'allais vous poser la question, mais vous y avez répondu. Le chirurgien concerné est pour le moment suspendu. Merci beaucoup Alain Bernard d'avoir accepté notre invitation. Oui, je vous en prie. Excusez-moi, parce qu'en fait, le but aussi de cette démarche, c'est que les gens puissent prendre contact avec nous. On a créé une adresse mail, elle est très simple, c'est collectif.cimentoplastie@gmail.com. Voilà, c'est juste pour lancer le message, et je vous remercie de nous octroyer cette visibilité, de relayer cette information, que les personnes, au-delà de la démarche judiciaire, que les personnes n'hésitent pas à prendre contact avec nous, parce qu'on peut rentrer en contact avec eux et avoir finalement ce partage de mauvaises expériences pour les accompagner aussi moralement dans cette situation délicate. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup Alain Bernard et bon courage à vous et à votre maman bien évidemment. Vous étiez en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV. Avant de partir à Marseille au port très exactement, juste un petit commentaire là-dessus. Évidemment, j'allais pas lui faire l'offense de poser la question, mais là la notoriété d'Alain Bernard va fonctionner à plein. A priori c'est aussi pour ça qu'il choisit de prendre la parole et de porter la voix donc pour l'instant de ces 6 victimes présumées. Bah oui, dans ces situations c'est un peu comme aux Jeux Olympiques, hein, il y a un porte-drapeau, bah, c'est vrai que la notoriété et la surface médiatique d'Alain Bernard va sans doute porter loin cette affaire. On la suivra bien évidemment parce qu'il va y avoir des rebondissements, j'en suis sûr. Dans l'actualité, juste avant de parler de l'épargne avec vous, Éric Revel, un mot du port de Marseille, puisque le ministre délégué au transport était en visite aujourd'hui, Jean-Baptiste Djebbari. Le port de Marseille qui est un site stratégique pour notre région, mais également pour notre pays. Valentin Rodriguez. Le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari, a visité ce mardi matin les bassins ouest du grand port maritime de Marseille, de Port-de-Bouc à Port-Saint-Louis, en passant par Fos-sur-Mer. Une visite d'1h30 en bateau en compagnie d'élus locaux, ainsi que du directeur général du port de Marseille-Fos, Hervé Martel. Beaucoup d'échanges sur les projets concernant le site maritime. C'était d'abord un échange avec les élus du territoire, avec le directeur du port, avec le préfet évidemment sur la transformation de l'outil portuaire, autour de la transition énergétique, autour de la capacité à capter de nouveaux trafics, de la décarbonation des activités industrielles, dans un moment où on a su générer des moyens pour le portuaire, on est en train d'essayer de mieux le connecter aux infrastructures ferroviaires notamment, tout ce sujet autour des accès. Bref, on est dans un grand moment de transformation. Et de voir les sites, c'est toujours évidemment beaucoup mieux. Ça permet d'essayer de travailler à la fois l'acceptabilité des projets et puis bien évidemment de renforcer les enjeux de souveraineté et de capacité à agir très fortement dans un environnement qui, vous le savez, est très, très concurrentiel, y compris en intra-européen. Et là, je pense qu'on a un site tout à fait, avec un très très haut potentiel. Le ministre considère que ce port peut être un outil stratégique très important dans le secteur maritime français. C'est vraiment un maillon pour le coup stratégique, hein. Ça peut tout à fait être l'entrée sud de l'Europe avec l'axe Rhône pour quantité de marchandises et d'activités. Et puis on a un sujet aussi de démontrer l'exemplarité environnementale du port dans sa transition énergétique. Et là je parle notamment autour effectivement des sujets de décarbonation et de la capacité à développer des projets ENR et hydrogène notamment. Et ça on voit bien qu'il y a des attentes, il y a des investissements qui sont considérables et qu'on est dans un moment où l'Europe se dote aussi de beaucoup de moyens avec le Green Deal, avec une approche peut-être un peu moins naïve vis-à-vis de la concurrence internationale. Les différents maires des villes du secteur ont insisté sur des investissements donnant accès aux ports comme à leurs communes. Et parmi eux, le contournement de Martigues et Port-de-Bouc, la liaison Fos-Salon ou encore le développement du fret ferroviaire depuis Miramas. Le ministre a évoqué la nécessité d'accélérer sur ces dossiers qui durent depuis une 50aine d'années. Voilà, poumon économique, le port maritime. L'économie, c'est un petit peu le thème de votre émission, en tout cas nos économies. Oui, d'un ministre à l'autre. Hein. On vient d'entendre le ministre des Transports. Je vais vous parler de Bruno Le Maire, le ministre des Finances. Je vais vous poser le problème, il est très simple. D'un côté, l'État en 2020 a dépensé quasiment 200 milliards d'euros en plan de relance, en aide au commerce fermé, aux PME. Et de l'autre côté, le chiffre il est quasiment le même. Les Français qui n'ont pas consommé puisqu'ils étaient confinés la plupart du temps en 2020, eux, ils ont épargné 200 milliards aussi. CQFD, à Bercy, Bruno Le Maire ont réfléchi à comment essayer de remettre ces 200 milliards d'euros d'épargne dans le circuit économique. Alors, c'est une façon pudique de dire que Bercy cherche peut-être une façon de taxer cette épargne pour essayer de la remettre dans le circuit. Pourtant, Bruno Le Maire, à plusieurs reprises, s'est exprimé. On en a parlé ici, vous vous souvenez, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pendant ce quinquennat, avait dit Bruno Le Maire. C'était en août 2020. Il y a quelques semaines, on était en janvier 2021, vous allez voir l'évolution subtile, le ministre des Finances a dit « Nous ne souhaitons pas augmenter les impôts ». Vous voyez, c'est très différent, nous ne souhaitons pas... Moins affirmatif. Moins affirmatif. Alors, c'est vrai que l'épargne, elle est gelée pour l'instant. Les Français voient
pas pourquoi ils consommeraient, même si c'est la porte de sortie. Et donc, on réfléchit à Bercy comment flécher, les énarques qui disent comment flécher l'épargne des Français vers autre chose. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a le vieux serpent de mer de taxer l'assurance vie. Bon, l'assurance vie, c'est 1800 milliards d'euros en France, détenus par 38 millions de Français. Il y a aussi remettre en toute modernité le fameux ISF qui s'appuie aujourd'hui sur le capital et qui pourrait de nouveau s'appuyer sur l'immobilier, donc un ISF reconstitué pour les plus fortunés, ou alors lancer un emprunt obligatoire auprès justement des plus aisés des Français. Alors il y a déjà eu dans l'histoire d'autres emprunts obligatoires. J'ai regardé un petit peu, il y a eu l'emprunt Barre en 1977, bon ça vous dit rien, Raymond Barre était Premier ministre, il y a eu surtout l'emprunt Mauroy en 1983, tournant de la rigueur, l'économie française est en train de s'effondrer sous François Mitterrand et on lance un emprunt obligatoire auprès des Français, ou encore plus près de nous, l'emprunt Balladur en 1993. Alors le plus croustillant c'était l'emprunt Mauroy, 10% d'intérêt annuel servi sur les obligations, mais c'est vrai que l'inflation était de 9%. Donc on réfléchit à lancer un emprunt obligatoire. Alors reste que le plus utile sans doute pour l'économie française, ce serait de relancer la consommation des ménages. Je le dis souvent, la consommation des ménages en France, c'est le moteur historique de l'économie française. Mais voilà, pour consommer, il faut avoir confiance, et pour avoir confiance, il faut avoir un horizon personnel ou collectif dégagé. Or, c'est pas le cas évidemment en ce moment avec la crise sanitaire. Ça coince donc beaucoup. Alors, gageons peut-être, Nicolas, et ça sera la porte de sortie qui nous éviterait peut-être une taxation, gageons que la reprise économique en France, après tout ça, après cette crise, il faudra bien qu'on en sorte un jour, que cette reprise sera forte, les ménages se mettraient à consommer, et si on consomme beaucoup, eh bien ça fait beaucoup de recettes de TVA pour le gouvernement. On s'en sortira peut-être comme ça. Espérons que les esprits des énarques à Bercy ne nous concocteront pas trop d'impôts avant. Petite question quand même, un emprunt obligatoire, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire qu'on décide d'un barème de fiscalité. On dit les Français qui payent tant d'impôts. Alors ça ne concerne pas évidemment les gens qui sont au SMIC. Les Français qui payent tant d'impôts vont devoir souscrire à un emprunt d'État, ça s'est fait par le passé, que évidemment l'État remboursera. On ne spolie pas les gens, mais on leur propose un intérêt. Les intérêts en ce moment sont négatifs. Donc là, je vous parlais de 10% pour l'emprunt Mauroy, ce ne sera pas du tout de cet ordre-là. Mais il peut y avoir le lancement d'un emprunt obligatoire de reconstruction, une sorte d'élan patriotique. Alors après, si le taux d'intérêt est suffisant, les gens les plus aisés souscriront. Ce qui fera dire d'ailleurs aux plus pauvres que c'est les plus riches qui vont profiter d'obligations d'État qui auront un taux d'intérêt plus élevé peut-être que le livret A qui est à 0,5 et donc ils s'enrichiront un peu plus. On n'y est pas encore. On n'y est pas. Mais en tout cas, on réfléchit. C'est marcher sur un fil aussi, aller sur cette voie-là, parce que en ce moment, le pays semble quand même à cran, même quand on est un petit peu plus fortuné. Eux, en tout cas, sont en situation précaire depuis de longs mois maintenant. Ce sont les étudiants. Aujourd'hui, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a fait un geste pour les protections hygiéniques qui seront gratuites à partir de la rentrée prochaine, des distributeurs installés dans les facultés pour lutter contre la précarité menstruelle. Bonsoir Valérie Rochas, vous êtes le président de la Fédération des étudiants toulonnais. On a déjà vu quelques-unes de vos actions sur cette antenne, les distributions alimentaires de biens de première nécessité. Alors, est-ce que c'est une avancée qui mérite d'être saluée ou est-ce que ça n'est pas suffisant ? Alors, au niveau de la précarité menstruelle, ça fait un moment que nous, la Fédération des étudiants, on travaille là-dessus. À vrai dire, on travaillait déjà en corrélation avec le Crous et l'université pour rendre ça gratuit à Toulon. C'est plutôt une bonne chose que ça soit une volonté nationale, du coup, de la part du gouvernement et de la ministre. Quoi qu'il en soit, nous, voilà, c'était déjà au cœur de notre mandat et on est très contents, du coup, de pouvoir avoir ce soutien et on espère que ça pourra très rapidement se faire à Toulon et partout. Alors voilà, parce que du coup, il va falloir vérifier que cette application, cette mesure soit bien mise en application. Néanmoins, on a vu quelques syndicats étudiants, fédérations, dire que ça ne suffit pas. Est-ce que vous êtes un peu sur cette ligne-là aussi ? On a vu ces files d'attente à la garde quand on vous a suivi. C'est assez saisissant quand même de voir le nombre d'étudiants qui viennent aux distributions de denrées. Ah oui, bien sûr. Alors, du coup, au niveau de cette précarité menstruelle,
On pourrait s'en contenter, même si c'est jamais vraiment assez. Au niveau précarité alimentaire, on est encore loin du compte, et pareil pour la précarité numérique. On le voit du coup sur ces images à Toulon, les bénéficiaires sont nombreux et les besoins aussi. Donc nous essayons d'œuvrer pour eux et chaque jour de faire en sorte qu'ils puissent manger tout simplement et puis avoir de quoi continuer leurs études et se nourrir dignement. En revanche, c'est toujours un peu délicat. C'est vrai que le gouvernement ne fait toujours pas assez pour les étudiants et on est encore dans l'attente de nouvelles choses qui vont nous être proposées, on l'espère. L'étape suivante, donc, vous demandez à la ministre maintenant de s'intéresser à la précarité alimentaire. Oui, c'est exact. Pour l'instant, voilà, il n'y a toujours pas d'aides concrètes qui sont faites. Les seules aides qui sont apportées sont faites par les associations, parfois par le Crous et par l'université, mais au niveau du national, au niveau du gouvernement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. Enfin, quand même, j'ai cru comprendre que les étudiants les plus en difficulté pourraient recevoir 500 € de la part du Crous. Il y a des chèques d'aide psychologique qui sont mis également à disposition. On ne peut peut-être pas vous laisser dire que rien n'est fait quand même pour aider les étudiants. Vous les avez vus, ces annonces ? Oui, bien sûr, on les a vus. Alors, il y a toujours une différence et un délai entre les annonces et ce qui est vraiment mis en place, et surtout une complexité de la part de ces étudiants qui sont dans un état de précarité. On est encore loin des actions que vous voyez comme sur cette image, où tout simplement, ils ont juste à venir faire leurs courses gratuitement et montrer leur carte étudiante. Alors, c'est toujours des bonnes choses, il y a toujours des choses à prendre dans les annonces du gouvernement, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, jamais assez, et on le voit. Mais vous avez vu aussi, par exemple, que du côté de la sphère privée, les hyper, les supermarchés se mobilisent et proposent à des étudiants qui achètent un panier de 20 € de ne payer que 10 €. Vous avez vu tout ça aussi ? Ouais, d'ailleurs ça c'est formidable et on remerciera jamais assez cet élan de solidarité qu'il y a autour des étudiants en ce moment. On est très content de voir que les gens se rendent compte que les étudiants c'est l'avenir de la France, c'est l'avenir proche et ça sera les futurs soignants, les futurs avocats, les futurs professeurs français et de vos enfants aussi peut-être. Donc voilà, il faut pas les oublier. C'est vrai que la condition étudiante est meilleure depuis quelques temps et on était vraiment inconsidéré depuis le début de la crise. Les choses commencent à s'améliorer et on espère que ça continuera. Merci beaucoup. En tout cas, Valérie Rochas, président donc de la Fédération des étudiants toulonnais pour ces précisions et vous serez donc vigilant à ce que ces distributeurs soient bien installés dans les facs et les campus du Var à la rentrée prochaine. On va terminer, toujours dans le Var parce que on n'est jamais très loin des sujets qui concernent la Covid-19. La vaccination, serpent de mer là aussi, et quand est-ce qu'on va pouvoir intensifier cette vaccination ? Eh bien, dans le haut et le moyen pays varois, ce sont des unités mobiles qui vaccinent les patients et les populations à risque. Illustration avec Thomas Bernabé. La campagne de vaccination poursuit son cours. Si le littoral a eu droit à de nombreux centres de vaccination, le Haut-Var, quant à lui, est quelque peu mis à l'écart. Hormis Draguignan et Brignoles, les petites communes sont à vrai dire mal desservies. Il faut dire qu'il est difficile d'installer des centres de vaccination au sein des plus petites communes du département. C'est pourquoi la Mutualité sociale agricole, en partenariat avec l'ARS et la préfecture du Var, a mis en place un centre de vaccination mobile. La solution itinérante de vaccination a précisément pour but d'amener le vaccin au plus près des populations sur les territoires considérés comme ruraux, dans lesquels effectivement les personnes fragiles et âgées auraient eu du mal à venir dans des centres de vaccination situés à 1 heure de route. Donc oui, il s'agit de lutter contre les inégalités territoriales dans l'accès au vaccin. Nous allons en fait avec ces solutions itinérantes qui est portée par la Mutualité sociale agricole dans des villages qui comprennent entre 300 et 500, 600 habitants parce que l'objectif est de vacciner une trentaine de personnes dans la journée. Donc pour ne pas laisser le bus bloqué trop longtemps dans la même commune, nous nous rendons vraiment dans les communes les plus petites pour qu'ils puissent passer de commune en commune pour répondre à la demande de vaccination. En effet, difficile pour les personnes âgées de se déplacer loin de leur domicile pour se faire vacciner. Les communes appellent donc les personnes pouvant bénéficier du vaccin afin de les prévenir. Soit un bus de la commune vient les chercher à leur domicile et les emmène dans le centre de vaccination provisoire installé dans la commune, soit, si la place manque, le bus mobile est mis à contribution pour pouvoir vacciner des bénéficiaires à l'intérieur. Pour ces personnes âgées, cette mobilité et cette facilité pour avoir accès au vaccin est une bénédiction. On m'avait dit que ça serait Brignoles ou comment ça s'appelle ? D'autre côté là-bas, je ne m'en rappelle plus.
Draguignan, voilà. Alors je me disais, s'il faut aller jusque-là, ranger la voiture, je conduis, c'est pas un problème, enfin bon. J'ai mieux comme ça, on m'a emmené, on me ramène, c'est parfait. Un mobile. Voilà, c'est ça. C'est très bien, moi je suis contente. Je voulais revoir les copines un peu, mais non, on est toutes masquées, on ne peut pas trop parler. Des personnes âgées qui semblent donc ravies de pouvoir utiliser ce centre de vaccination mobile tout en papotant avec leurs collègues. Si le centre était mis en place sur la commune de Saint-Martin-de-Palière aujourd'hui, il sera dès demain situé à Artigues. Selon un responsable sur place, 24 vaccins ont été administrés dans la journée. Voilà, et c'est vrai que ça c'est une particularité, on terminera là-dessus, de notre région, c'est qu'évidemment il y a des villages dans le haut et le moyen pays, souvent peuplés par des seniors, donc population un peu plus à risque. Heureusement qu'il existe ce genre de solutions pour aller à leur rencontre, parce que c'est toujours évident. C'est formidable. Et puis, bon, à condition d'avoir les doses, évidemment, c'est la même chose. Et alors, on se dit aussi qu'il y a peut-être une densité de population un peu moins importante dans les villages du haut pays, plus aérés par définition, hein, l'air est meilleur. Alors bon, voilà. Mais c'est vrai que ça doit être extrêmement rassurant de savoir que ce genre de structure existe. Merci Eric. Merci Nicolas. À demain. À demain. On sera mercredi. On se retrouve donc évidemment pour un nouveau grand direct. Merci à Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Fabrice Justo, Michael Fernandez, Philippe Caudet et bien sûr Stéphanie Mossman. À demain.